Bonsoir Ayem, bonsoir Cindy. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée à la télé-réalité avec un documentaire qui va diffuser ce soir sur Canal. On va essayer de comprendre votre avis et votre regard sur la télé-réalité qu'on espère aiguiser. C'est le moins qu'on puisse dire parce que le documentaire secoue un peu la télé-réalité. Donc j'espère que vous allez pouvoir répondre à tout ce qui va être dit. Vous appuyez au 12e étage Ayem et on y va. Allez, c'est parti. Ils sont 7 journalistes travaillant dans les plus grands médias français. Ils sont réputés pour leurs articles, leurs interviews, mais aussi pour leur franc-parler et leurs questions sans concession. Ce soir, ils vont interroger, sans langue de bois, nos invités. Sur Énergie 12, vous êtes en direct avec Jean-Marc Morandini. Voilà, 12e étage, c'est l'étage de Vous êtes en direct avec nos 7 journalistes qui sont là. Ayem, Cindy, vous allez pouvoir répondre à leurs questions dans un instant. Vous allez voir également des images inédites de ce documentaire, de cette enquête qui va être diffusée ce soir sur Canal+. Le réalisateur nous rejoindra dans un instant et également Bastien de Secret Story qui sera avec nous dans quelques instants. Il arrive de Bordeaux. Il devrait être dans ce studio dans quelques secondes. Le sommaire, c'est parti. Allez, merci d'être avec nous jusqu'à 20h, émission spéciale, vous l'avez compris, consacrée à la télé-réalité. Télé-réalité ou télé-poubelle? Je voudrais vous poser cette question d'abord à toutes les deux pour commencer directement dans le débat. Ayem, faire de la télé-réalité, c'est quoi? C'est faire de la télé-poubelle pour vous? Moi, je vois pas les choses comme ça personnellement. Après, chacun a son opinion, je respecte. Vous comprenez les gens qui disent que c'est de la télé-poubelle? Oui, enfin, je comprends, non, mais je suis tolérante, je respecte leur opinion, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, j'ai pas vécu les choses comme ça. Moi, encore une fois, je l'assume et je le répète qu'il y avait un intérêt financier derrière ma participation à Secret Story. Donc, mais ça veut dire aller jusqu'où pour l'argent? Jusqu'où pour l'argent? Ouais, parce que vous dites que c'était un intérêt financier. Donc ça veut dire que vous étiez prête. C'était un jeu, il y avait rien de... En soi, il n'y a rien de méchant dans Secret Story. On participe à un jeu. Effectivement, bon, on est filmé, mais tout n'est pas diffusé. Il y a quand même une certaine intimité qui est respectée, contrairement à ce qu'on pense. Et je ne pense pas avoir fait quelque chose qui puisse aller contre mes principes ou contre mes convictions en ayant participé à Secret Story. Mais ça veut dire que vous aviez imposé des choses à la production, demandé à ne pas être filmé dans certaines scènes, ne pas être filmé sous la douche, ne pas être filmé nu. Vous aviez demandé des choses, par exemple? Non, enfin, non, pas spécialement, mais déjà, je me suis comportée de manière à ce qu'il n'y ait pas grand-chose, à ce qu'il puisse être diffusé. C'est un autocontrôle, en fait. Déjà, un petit peu. Et puis, je pense que la prod aussi fait attention. Ils savent très bien qu'il y a des adolescents qui regardent ces programmes. Et je pense qu'ils ont fait attention à ne pas diffuser tout et n'importe quoi, contrairement aux saisons précédentes. Voilà, tout et n'importe quoi, contrairement aux saisons précédentes. Ça s'est fait, Cindy. Vous avez le sentiment... Ben oui. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Elle a compris ce que je voulais dire. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont été un petit peu plus... plus trash dans leur saison. C'était de la télé-poubelle, Cindy, ou pas? Moi, je considère que c'était quand même une télé assez agréable à regarder. Franchement, on était tous un peu névrosés. On nous a filmés tels qu'on était, même on a caricaturé un peu nos personnalités. Donc c'était, franchement, je trouve que c'était assez fun. C'est sûr que c'est une télé de divertissement. Donc c'est sûr qu'on n'a pas envie de voir nos voisins en train de vivre une vie classique et quotidienne normale. Mais le mot poubelle, vous le rejetez? Non, je le rejette pas parce que moi, voilà, vous avez parlé du côté trash aussi et j'ai pas demandé à ce qu'il y ait des caméras dans la douche. Hein, non, mais vous saviez qu'elles y étaient. Je savais qu'elles y étaient, pas en rentrant, bien sûr, mais je savais qu'elles y étaient quand j'ai pris ma douche à poil, n'est-ce pas, très cher journaliste? On s'en souvient. On s'en souvient. Mais voilà, après, me dire à moi de m'avoir reproché des milliers de fois que j'ai pris ma douche à poil... Non, c'est pas la question, c'est pas la question. C'est ceux qui disent que la télé-réalité, puisque c'est l'enquête qui sera diffusée ce soir... C'est une télé pour les enfants, c'est une télé pour les jeunes... Ah non, c'est pas une télé pour les enfants. Oui, enfin, pour les jeunes, pour les gamins, pour les adolescents, bien sûr. C'est une télé qui leur est destinée. Voilà, ils aiment bien entendre parler de pipi caca. Enfin, c'est un peu ridicule, certes, mais eux, ça les fait rire. Enfin, on était un panel... Mais vous n'avez pas passé l'âge de ça? Non, mais on était un panel de jeunes qui représentaient un peu les jeunes de notre société actuelle, qu'on les rejette ou qu'on les rejette pas, on est tous un peu comme ça. Voilà, après, de se faire critiquer comme ça, sur la rigole et dire qu'on est une télé poubelle, je veux dire que à mon époque, 5 millions de téléspectateurs étaient des crétins profonds. Après, faire la télé et la regarder, qui est le plus crétin dans l'histoire? Oui, écoutez, moi, je me sens pas visée personnellement. C'est quoi, c'est les téléspectateurs qui sont crétins? C'est ce que vous voulez dire? Si vous dites que c'est de la télé non, je vous pose la question. Je dis rien, moi, je vous pose une question. Moi, je vous dis juste que ceux qui considèrent que c'est de la télé poubelle, alors qui est
le crétin dans l'histoire qui passe pour un con, celui qui la regarde ou celui qui l'a fait. Nous, à la limite, on s'est bien éclaté, on s'est bien fendu la poire. Voilà, on a fait notre vie, on a passé des petites vacances aux frais de la prod et puis c'était Et le reste, vous n'avez rien à faire. Alors, on va reparler de tout ça dans un instant avec ce documentaire donc, qui sera diffusé ce soir sur Canal+. Bastien, qui a fait Secret Story 4, va nous rejoindre également. Il vient d'arriver, il est dans l'ascenseur. On le retrouvera juste après ce premier extrait de l'émission de ce soir qui campe un peu le décor de la télé-réalité, de l'histoire de la télé-réalité en avant-première, ce que vous verrez. Ce soir-là, Bastien, le mentaliste, nous rejoint sur ce plateau après ses premières images de Canal+. Bonsoir Bastien. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez regardé ces images dans l'ascenseur. C'est vrai qu'on a le sentiment parfois que la télé-réalité va loin, ça repousse les limites. Est-ce que vous, avant de faire une télé-réalité, ça vous a inquiété? Vous a dit jusqu'où ils vont aller? Bah après, il faut savoir qui on est et puis il faut savoir refuser des choses. Je pense que c'est surtout ça. Qu'est-ce que vous avez refusé, par exemple? Je sais pas, moi, il y a certaines missions dans le jeu que j'ai pas faites. Exemple? Je m'en souviens plus, mais Des choses trash? Non, c'était voilà, d'essayer de titiller quelqu'un qui allait peut-être pas forcément bien. Mais sinon, à part ça, moi, je suis resté joueur et puis j'ai fait le maximum. Mais c'est un jeu, en fait. Tous les trois, vous dites à peu près la même chose. C'est un jeu. Oui. On est là pour s'amuser. Vous n'avez pas le sentiment, comme on a pu le voir, de créer un véritable phénomène de société, de créer des choses trash. On a vu dans ce reportage des images de manifestations contre la télé-réalité au début. Ça veut dire qu'il se passait un truc quand même. Mais en fait, moi je considère que c'est un jeu et en fait, le truc qui est assez incroyable, c'est que contrairement aux journalistes, je considère surtout que même l'après est un jeu. En fait, on a eu des personnages caricaturés, tout ça. En fait, c'est comme si c'était pas vraiment nous. Donc en fait, les attaques venant des médias, finalement, Ça vous pour touche nous, pas. C'est ça votre nous touche personnage. moyennement parce que c'est un peu un rôle, comme si on critiquait un rôle. Enfin, franchement, à la limite, on s'en fout un peu. Et nous, on est tellement dans l'histoire du jeu, de dire, tiens, on va gagner, lui, il nous a fait ça à l'intérieur, on va lui faire ça à l'extérieur. Et sincèrement, pour nous, c'est vraiment pas quelque chose qu'on prend au sérieux. En fait, on a un tel recul sur les choses, enfin, personnellement, je pense que tout le monde n'a pas eu ce recul, mais il faut vraiment comprendre que c'est un jeu, en fait. Mathieu, Pour moi, la télé-réalité d'enfermement est finie, il n'y a plus d'avenir. C'est un truc qui a plus de 10 ans C'est ringard maintenant. C'est pas que c'est ringard, oui, c'est qu'on en a marre, on les a vus s'engueuler, on les a vus coucher ensemble, tous. Et puis surtout, je pense que c'est intéressant quand on fait venir des candidats qui ne maîtrisent pas du tout le système. À partir du moment où ils maîtrisent le système, ils savent comment ça se passe, on perd en spontanéité. Donc il ne reste plus que faire quoi? Caster des idiots. Bon, on ne peut pas faire une télé-réalité qu'avec des idiots. Ayem, vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous maîtrisez le système, vous le maîtrisez Non, parfaitement en plus. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, pas parfaitement. Si on le maîtrisait parfaitement, si j'avais tout maîtrisé, j'aurais gagné. Donc à un moment donné, il Non, faut mais arrêter. vous maîtrisez l'image, vous maîtrisez tout ça. Non, mais l'image, on ne sait pas ce qui est diffusé quand on est à l'intérieur. On ne connaît pas les montages, on ne peut pas tout anticiper. C'est pas vrai. Oui, on connaît certains fonctionnements. On sait forcément que après, on va se retrouver dans des magazines. On connaît certaines choses parce qu'on l'a vu sur les saisons précédentes. Mais on ne peut pas tout anticiper et tout maîtriser. C'est pas vrai. François. Attendez, Ayem, vous n'êtes plus des anges de la télé-réalité, hein. Vous êtes devenus des profiteuses, des profiteurs d'un système que vous n'avez certes pas contribué à créer, c'est pas vous qui l'avez créé, mais en fait, d'ailleurs, vous le dites clairement dans le doc de Canal+, dont on va parler ce soir, vous dites que vous faites ça pour le fric, à 1 000 € la participation dans les boîtes de nuit. C'est plus que 1 000 € même. Ah ben ça, vos tarifs vont augmenter. Bon, enfin, c'est quand même Non, pas mal, ils 1 000 ont € toujours été à ce prix-là, mais apparemment, la journaliste est mal renseignée. Ma question, en fait, elle est toute simple. On parle beaucoup du retour de la morale à l'école. Est-ce que vous êtes vraiment consciente du modèle que vous donnez à vos jeunes téléspectateurs aujourd'hui? Oui, mais alors à ce moment-là, je veux dire, vous pouvez reprocher ça à tout le monde. On peut reprocher ça il y a des années aussi, quand il y avait les sitcoms sur AB1. On peut. Moi, j'ai découvert un truc assez récemment, ça fait quand même 3 ans que je suis sortie de ce jeu, et en fait je comprenais pas pourquoi on m'attaquait sans cesse sur mes faits et gestes. Alors je m'entêtais à dire, bah oui mais enfin je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ce que je veux, je fais ce que je veux. Et un jour j'ai compris une chose, très tard peut-être, qu'en fait on était des modèles pour une jeune génération, et c'est pour ça qu'on était tant attaqués par les médias. Vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait certaines choses? Non, je regrette pas, mais je comprends pourquoi on m'a tant violemment attaqué sur des choses que j'avais fait qui me concernent, où je fais ce que je veux en fait. Bastien, mais c'est vrai que Bastien, je vous avez le sentiment, vous, d'être un modèle? Je pense, j'ai pas eu un comportement assez négatif. Mais vous avez fait attention à ça en vous j'ai fait disant, il y a des gamins qui me regardent. Je suis resté moi-même déjà. J'ai pas cherché à jouer un rôle, j'ai pas cherché à essayer de critiquer un tel, à essayer de rentrer dans une caricature de moi-même. Je suis resté fidèle à mes principes. Bastien, il a participé aussi d'action. Voilà, il met sa notoriété au service de Et au causes Téléthon. nobles. Voilà, c'est un bon exemple. Vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi tous les jours. Vous savez pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Ce n'est pas parce que je mets pas en avant mes participations à côté dans des associations ou quelque chose que je ne fais rien. Vous n'en savez rien. Donc là, vous jugez quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que tu laisserais tes enfants
participer justement à un jeu de télé-réalité comme ça, tous les trois? Quand vous aurez des enfants, sincèrement, vous direz oui. je me suis jamais posé la question, honnêtement. Là, on vous la pose. On se la pose. Oui, enfin, si ma fille arrive à un âge, moi j'ai participé à ça, j'avais 23 ans. Si ma fille arrive à un âge où elle a, elle a 23 ans, elle décide de participer à Secret Story, ma foi, je vais la soutenir. Moi, je la soutiendrai. Moi, je la soutiendrai. Je soutiendrai mes enfants quoi qu'ils fassent. Je sais pas, mais déjà j'aurais l'expérience. Ouais. Mais vous les laisseriez faire ou pas? Honnêtement. Logiquement, mes enfants, ils feraient ce qu'ils veulent. D'accord. Allez, on reparle de tout ça. On reparle de tout ça dans un instant. Tout de suite, voici l'actu du jour avec Adrien Roard. Beaucoup d'argent. Bastien, vous êtes un produit marketing? C'est ça qui est bon. Je sais pas si moi, parmi les candidats, j'en suis un, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un business. Sinon, il y aurait pas 10 ans ou 11 ans, je sais pas. Mais c'est un business pour vous aussi. Après, ça peut l'être aussi pour nous, suivant les objectifs de chacun. Vous avez gagné combien d'argent avec la télé-réalité? Vous avez une idée? Grâce à la télé-réalité. 45 000. Plus. Plus que 45 000? Ouais, un peu plus. Mais on s'en fiche de ça. Le principal, c'est non, mais c'est ma question. En même temps, on s'en fiche pas, c'est ma question. Oui, vous avez gagné combien? Oui, à peu près 45 000 euros. Mais après, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On n'est pas obligé de faire n'importe quoi. D'accord. Donc ça vous rapporte de l'argent. Ayem, vous savez combien vous avez gagné? Pas exactement. C'est quoi, 100 000, 200 000? Non, pas exactement, mais oui, j'ai gagné de l'argent, bien évidemment. Mais c'est pas une honte de gagner de l'argent en même temps. Pas du tout, il n'y a qu'en France que c'est une honte de gagner de l'argent. Aux États-Unis, les gens sont heureux que les autres gens gagnent de l'argent. C'est pour ça qu'on en parle très librement. Vous avez gagné. Sincèrement, je ne sais pas exactement. Oui, à peu près 100 000 euros, effectivement. Mais non, pas plus, mais j'envisage et j'espère gagner plus avec tout ça. Mais après, je m'en cache pas. Moi, je l'ai fait pour ça. C'est très bien. Cindy, vous avez gagné combien grâce à la télé-réalité? 000 euros déjà pour le jeu. Ouais. Et après, j'ai gagné quelques boîtes et tout. Moi, j'ai pas trop gagné sur les paparazzades, par contre. J'ai suivi tous les trois dans vos saisons respectives. Ayem, vous me faites penser à Elisa Tovati. Voilà, c'était un petit aparté. Et oui, merci beaucoup. Vous êtes très belle aussi. Et, on peut vous laisser si vous voulez aussi. Mais non, mais je voulais lui dire parce que ça me perturbe depuis le début. En plus, elle est trop mignonne avec son petit. Elle est déguisée tous les soirs. C'est super drôle. On se croira à Disney. Vous êtes jaloux, Oui, j'ai une question. Non, je voulais m'adresser à Cindy puisqu'on a commencé l'émission et vous avez directement parlé de vous nus sous la douche. Ça veut dire quoi? Que vous regrettez de l'avoir fait? Vous regrettez l'image que vous avez donnée? Parce qu'en plus, vous revendiquez votre girl power. Donc, non, en fait, je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais en fait, on en a tellement parlé, j'ai trouvé ça tellement pathétique que tous les journalistes me rabâchent parce que c'était jamais vu en même temps. Et du coup, en fait, moi, je me venge et voilà, je re-rabâche. C'est vrai qu'on avait rarement vu ça avant vous. Non, mais franchement, faut quand même pas déconner. Vous croyez quand même pas que je vais rester 3 mois dans une maison à me laver en maillot de bain? Ayem l'a fait. Vous l'avez fait, Ayem? Bah oui, mais vive les mycoses après, excusez-moi. Sympa. Ayem, ça va, tout allait bien. À un moment donné, vous vous êtes pas dit aussi, je vais le faire comme Cindy? Non, mais après moi, c'est après moi, ça engage d'autres choses. Ça n'engage que moi. Moi, je respecte Cindy par rapport à ça. Il y a pas de souci. Moi, ça n'engage que moi. Je pouvais pas le faire. Bien que je sois pas une pratiquante parfaite, je suis quand même issue d'une culture. J'ai des parents qui me regardaient. C'est religieux, c'est ce que vous voulez dire? C'est pas complet. Enfin, voilà, c'est pas que ce soit complètement religieux, mais quand même, je suis issue d'une culture qui fait que votre éducation en fait. Voilà, mon éducation fait que je ne me voyais pas me mettre nue ou me galvauder sur un canapé avec un mec dans Secret. Bastien? Non. Pourquoi? Parce que vous avez la mycose? Non, mais voilà, c'est une question de pudeur et puis en même temps, je sais pas, d'être nu à la télé, ça non? Ouais, vous avez eu peur en fait qu'on vous voit en fait. Non, pas peur, mais je savais que je rentrais dans une télé-réalité, que ça allait être filmé, donc je me mets pas nu, non. Allez, on continue à parler de tout ça dans un instant. Vous restez avec nous, on va faire une très courte pause. Et voici ce qui vous attend dans la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, un document exclusif. Les équipes de Vous êtes en direct ont rencontré la maman de FX qui s'est suicidée il y a 1 an après avoir participé à Secret Story et Carré VIP. Alors qui est responsable? Sa mère évoquera ce drame et vous découvrirez également des extraits d'une interview jamais diffusée de FX où il parle de sa volonté et de la façon dont il souhaitait utiliser sa notoriété. C'est un document inédit. Nous recevrons Grégory Hérault, le réalisateur du documentaire Histoire secrète de la télé-réalité que Canal+ va diffuser ce soir à 20h55. Il viendra nous raconter l'envers du décor et le business des fausses paparazzades. Nous parlerons également de ces femmes qui manifestent seins nus pour défendre leurs convictions et de cette une étrange d'un magazine People sur Jean-Pierre Pernaut et sa femme. Et puis l'humour avec Ils nous ont fait rire, Les mecs pas très nets de Guillaume Play et Léo Lanvin et le programme télé revu par Adrien Roard. Attention, sur Énergie 12, vous êtes en direct.
19h25, vous êtes en direct sur Énergie 12. Merci de nous retrouver avec nos invités, Ayem, Cindy et Bastien, qui sont là pour ouvrir ce débat sur la télé-réalité ou télé-poubelle. Dans un instant, le réalisateur du documentaire qui sera diffusé ce soir à partir de 20h40 sur Canal+, sera sur notre plateau. Il va nous dire ce qu'il a découvert en enquêtant pendant plusieurs mois sur la télé-réalité. Mais auparavant, nous voulions vous présenter un document exclusif, puisque nos équipes ont pu rencontrer la mère de FX, ce candidat qui s'est suicidé il y a tout juste un an. C'est un véritable document, elle parle, elle raconte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti. Vous allez voir également une des dernières interviews de FX qui n'a jamais été diffusée à la télé. C'est une enquête signée Fred Hafner et Giuseppe Simon. Étoile filante de la télé-réalité, FX s'est suicidé peu de temps après avoir goûté à la notoriété. Fragile et dépressif, il avait déjà des problèmes avant de participer à Secret Story et rien ne s'est arrangé après sa sortie de la Maison des Secrets. Son rêve à lui, c'était d'être une star en fait, c'est comme Britney Spears. Il m'a dit ouais, j'avoue, faut que j'arrête et tout parce que j'ai 2 projets et tout et là je veux vraiment me soigner. Il avait vraiment la volonté d'aller vers le positif. Alors qui était vraiment FX? Son geste était-il prévisible ou évitable? Nous avons rencontré sa mère, ses amis et avons retracé son parcours. En 2009, FX Loridan quitte le lycée pour tenter de réaliser son rêve, devenir célèbre. Il participe au casting de la 3e saison de Secret Story et intègre la Maison des Secrets. Mais à 20 ans, FX n'était déjà pas comme tout le monde. Fils d'un millionnaire, il avait été condamné peu avant le début du jeu suite à une plainte de son propre beau-père à qui il avait subtilisé 2 cartes de crédit afin de faire la fête pendant une semaine à Monaco, une petite virée à 25 000 €. FX avait d'importants problèmes relationnels avec ce beau-père que sa mère avait choisi, mais que lui n'acceptait pas. Nous avons retrouvé Marielle Loridan, la maman de FX. Elle nous aide à comprendre. Il ne voulait pas partager sa mère. Et cet homme, c'était pour lui, mon mari, c'était pour lui un ennemi. C'est pas à l'enfant d'essayer de se faire aimer, donc c'était à mon mari de faire le nécessaire pour que mon fils l'accepte. À la Baule, Marielle, la maman de FX, a tenu à nous présenter Sabrina, une amie de son fils. C'est quelqu'un qui était franc en fait. Il disait vraiment ce qu'il pensait. Des fois ça ne pouvait pas plaire, mais c'était la vérité. Ce que les gens disaient, pensaient tout bas, bah lui il le disait tout haut. Mais sa franchise ne l'aidait pas toujours à se faire des amis, alors FX avait trouvé un autre moyen pour être entouré, utiliser la fortune de son beau-père. Même une fois où j'ai accompagné en boîte de nuit, dans son carré VIP, il commençait à y avoir des gens qui rentraient, tout ça, il payait pour eux. Je lui avais fait la réflexion, tu vois. Mais non, t'inquiète pas, moi je suis heureux quand on est heureux, j'aime bien et tout. En fait, il avait des amis sans avoir d'amis. Effectivement, il achetait ses amis, quoi. Fragile psychologiquement, FX participe pourtant à Secret Story et à sa sortie, son comportement n'a pas changé. Bruno, son meilleur ami d'alors, se souvient de leur nuit en boîte. Il montait sur les sièges, il dansait et tout ça, il criait, il était capable de faire des folies dans des boîtes de nuit. Il claquait 1000, 2000, ça dépendait. On n'arrêtait jamais, quoi. Sincèrement, on a à 200 à l'heure, une vie à 200 à l'heure. À cette époque, FX profitait au maximum de ce qui lui était offert, séances photos, sponsoring, beaux vêtements, sorties. Il rêvait d'être une star et dans une interview inédite, se définissait lui-même comme une starlette. Une starlette, c'est moi. On commence, on débute, on travaille. Soit on reste starlette et on n'existe plus, soit on devient star. Et voilà, et moi, ça fait maintenant 1 an là. Que je suis connu, que je suis dans tous les magazines. Mais FX ne tarde pas à déprimer, à abuser de la drogue et de l'alcool et finit par rentrer à la Baule, se ressourcer auprès de sa mère. Je lui ai dit, tu viens à la maison, viens te reposer, t'as énormément maigri. Je t'emmènerai chez le médecin, on va trouver une solution. Je voulais surtout l'éloigner de ce milieu un peu malsain, où des substances illicites circulent et autres, et qu'il utilisait bien sûr. Et donc, je voulais l'éloigner de tout cela. Malheureusement, le mal le rongeait de l'intérieur et malgré son envie de s'en sortir, malgré l'amour de sa mère, il n'a finalement pas su ou pas pu trouver la force de rebondir. La dernière phrase que mon fils a dit, c'est « Maman, je vais prendre l'air ». Je dis et j'ai jamais revu. Mais jamais. C'est une phrase que j'oublierai jamais. Cette nuit d'août 2011, probablement pas tout à fait lui-même, égaré au sens propre comme au figuré, FX part sur des sentiers, traverse des marécages avant de débouler sur une route départementale.
devant une première voiture qui l'évite, puis une seconde qui le percute. FX est mort à 22 ans alors qu'il avait à peine effleuré son rêve. L'esprit de mon fils est toujours là, autour de moi. Je sais qu'il est là le soir, qu'il est là à mes côtés, qu'il me dit « Maman, courage, ne pleure pas ». Je le sais, ouais. Voilà donc pour ce document exclusif. Cindy, certains disent que c'est la faute à la télé-réalité, la faute à Andémol. Si c'est suicidé. Quand on voit son portrait, on s'aperçoit que c'était quand même un garçon fragile. C'était quand même un garçon fragile qui, très jeune, avait des soucis psychologiques. Moi, je ne peux pas dire du tout que c'était un problème à cause d'Andémol parce que je pense que ça a été le candidat le plus chouchouté par la prod. Ils ont fait attention à lui. Mais je veux dire, il était materné en fait. Et sincèrement, c'était franchement... pour lui, je pense que c'était quand même assez agréable de se sentir materné. Il avait toujours un peu besoin comme de l'affection de parents. Par exemple, moi, il me prenait un peu comme sa grande sœur, sa mère qui l'engueulait sans cesse. Il adorait ça. Il adorait aller déjeuner avec des gens de la prod. Enfin, il était vachement entouré. Il était toujours écouté. Enfin, tout le temps, on lui répondait au téléphone où il se déplaçait et tout. Bastien, vous qui avez l'habitude de travailler sur la psychologie des gens, puisque vous avez un cabinet, vous êtes à Bordeaux. Un garçon comme ça, finalement, est-ce que l'erreur, c'est pas d'avoir pris dans une émission de télé-réalité? C'est compliqué parce qu'il est sulfureux, il répond à des codes de la télé-réalité. Donc oui, c'est dur. Il est fragile en même temps. Il est fragile en même temps, mais en même temps, c'est compliqué. Ayem, vous aviez l'air touché en voyant ça? Ouais, moi ça me fait de la peine parce que je me sens concernée, parce qu'on a été nous aussi tous enfermés et que je pense qu'on peut tous péter un câble en sortant de ce truc-là. Et moi, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai eu la chance d'être entourée par ma mère et tout, et je suis très touchée par ce garçon. Parce que je pense que malheureusement, il était faible, déjà fragile avant. Et je pense pas que ce soit Secret Story qui soit à l'origine de tout ça. Je pense qu'il était déjà fragile à la base. Et en sortant, ça n'a pas arrangé les choses. Quand tout le monde vous adule, tout le monde est là derrière vous et que vous vous sentez aimé, que du jour au lendemain, on vous regarde comme si vous étiez un petit déchet de l'humanité sous prétexte que vous avez participé à ce qui est pour vous un simple jeu. Et je trouve ça un peu triste, quoi. Je me sens concernée parce que j'ai été enfermée et que je sais qu'il y a des gens fragiles qui peuvent péter un câble après ça, et je trouve ça un peu triste. Et vous pensez que vous auriez pu péter un câble? J'aurais pu. Pourquoi pas moi? Bien sûr, j'aurais pu. J'ai eu de la chance, j'ai été entourée. J'ai ma maman qui a toujours été très proche de moi, donc j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Mais bien sûr, j'aurais pu péter un câble. Je suis dans un milieu où y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a de l'argent facile. Bien sûr que j'aurais pu péter un câble. J'ai eu beaucoup de chance, et puis il y a aussi mon caractère et ma personnalité qui fait que voilà, j'ai pas pété un câble, heureusement. Julia. Ma question, c'était pour vous, Cindy, vous l'avez dit à l'instant, vous aviez des rapports particuliers avec François-Xavier et beaucoup de tendresse entre vous, vous disputiez souvent, il y avait une grande affection, un rapport fusionnel. J'ai lu en préparant cette émission que vous êtes senti, à l'annonce de sa mort, coupable. Je voulais savoir pourquoi ce sentiment. En fait, juste avant de mourir, en fait, il m'avait appelé. Et moi, en fait, une fois sur deux, on se disputait, on s'insultait au téléphone, comme d'habitude, en fait. Et donc, je me suis dit, cette fois, c'est la fois où il va m'énerver, là, il me harcelait vraiment. Donc, j'avais dit, bon, ça, c'est une crise, parce qu'il était tellement possessif, comme l'a dit d'ailleurs sa maman, c'est vrai qu'il voulait les gens que pour lui, il était très jaloux de l'entourage de chaque personne qu'il aimait. Et donc, je me suis dit qu'il était en crise et qu'il allait juste m'insulter comme d'habitude. Et du coup, j'avais pas répondu. Et forcément, quand j'ai appris, par la presse d'ailleurs, qu'il était plus là, bien sûr, je me suis sentie coupable. Parce que la dernière fois que je l'avais eu au téléphone, il était en larmes, il était complètement dépressif. Je veux dire, je comprenais à peine ce qu'il disait, tellement il pleurait parce que tous ses amis lui avaient tourné le dos, parce que ses amis, c'est des gens intéressés, que finalement, il n'avait aucun vrai ami, à part 2-3 personnes comme moi, comme Bruno d'ailleurs, que j'ai revu aussi récemment. Mathieu?